bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Karim, vous pouvez aussi m'appeler Tonton Karim. J'ai 30 ans, je suis le fondateur de l'agence Find Your Way. C'est une agence de conseil RH qui aide les entreprises à mieux recruter. Donc, je bosse avec plein de petites boîtes très sympathiques sur des sujets conseil RH, marque employeur, pour justement aider à ce qu'eux réussissent à attirer un peu plus de candidats. Et puis en parallèle de ça, je bosse pour une quarantaine d'écoles de commerce et d'ingé, justement pour aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Moi, j'ai fait une fac de droit avant. Personne n'était venu m'aider pour me donner des conseils à l'époque et j'avais très envie, moi, de pouvoir justement aider les étudiants à mieux s'insérer. Donc, du coup, la boucle est un peu bouclée, hein. J'aide les étudiants en ramenant souvent des boîtes et puis j'aide les entreprises justement en ramenant des étudiants pour qu'eux puissent recruter. Voilà pour ma petite présentation. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. On a un très beau thème. Merci Julie pour l'invitation. Ça va être très, très cool. On va pouvoir parler de plein de choses. Donc voilà. J'ai invité le meilleur sur le sujet. Julie, je te laisse te présenter si tu veux pour certaines personnes qui te connaissent pas également. C'est honteux, mais oui. Je rigole. Donc moi, effectivement, c'est Julie. J'ai 29 ans, bientôt 30. Tu as donné ton âge, Karine, donc je le donne aussi. Les 30 qui arrivent sont très douloureux, je dois quand même le préciser, mais on y passe, c'est pas bien grave. Moi, je suis la cofondatrice, effectivement, de Work Adventure. Je travaille avec une super équipe pour un super produit, donc j'espère que tous les participants seront convaincus, en tout cas, de ça. J'ai aucun doute là-dessus. Et moi, je m'occupe de toute la partie ressources humaines. Je fais aussi un petit peu de communication et de marketing avec notre très chère Gaëlle qui est ici présente. Et à côté de Work Adventure, je suis aussi à mon propre compte. J'ai ma boîte et je suis coach et formatrice. Donc voilà, un beau programme nous attend aujourd'hui pour parler justement attraction des nouveaux talents. On sait que c'est des challenges qui sont de plus en plus poussés ces derniers temps avec le changement sur le marché du travail, avec l'arrivée du présentiel et du distanciel. Donc j'ai très très hâte de pouvoir aborder tout ça avec Karim aujourd'hui. Merci Olivier, c'est très gentil. C'est faux, mais c'est gentil. Alors justement, si on se lançait côté sujet, donc on parlait de tout ce qui est justement comment est-ce qu'on arrive dans un environnement hybride à attirer et fidéliser un peu voilà, des nouveaux talents. Quels sont peut-être, pour commencer un peu, si on pouvait faire un peu un état des lieux, ou quelles sont les attentes des nouveaux talents, en gros, sur le marché actuel? Karim, je pense que tu es au contact de plus de nouveaux talents sur le marché que moi, donc je te laisse démarrer pour ça. Allez. Ça marche. Bon, mais non, mais là, quand on parle de flexibilité, déjà, c'est le gros mot, le nouveau mot à la mode, hein. Tout le monde ne parle que de flexibilité aujourd'hui. On parle de plus en plus de la semaine de 4 jours, hein, vraiment de plus en plus. On le voit là, on voit de plus en plus d'entreprises, effectivement, l'intégrer au sein de leur stratégie. On se rend compte aussi que les candidats attendent, effectivement, de plus en plus de flexibilité. Ça veut donc dire que si toi, tu n'as aucune flexibilité dans ta boîte, forcément, tu es complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, si on va, par exemple, dans des postes qui sont très pénuriques comme la tech, le fait de ne pas proposer de remote, le fait de ne pas proposer effectivement de flexibilité des horaires, le fait de ne pas avoir tout ça proposé aux candidats, c'est évidemment un problème aujourd'hui. Et on sent du coup qu'il y a vraiment cette espèce de bouleversement, c'est-à-dire que les candidats de leur côté attendent de plus en plus de flexibilité. Les entreprises, elles, se posent de plus en plus de questions de comment je fais du coup pour réussir à être flexible et en même temps pour faire tourner le business. On voit des exemples qui sont hyper intéressants comme Airbnb. Airbnb, là, du coup, veut vraiment proposer de manière extrêmement large le fait de travailler pour les collaborateurs partout, de où ils veulent, quand ils veulent. Enfin, on est sur une flexibilité qui va à l'extrême. Apple, qui du coup avait mis en place ça, qui revient en arrière, les salariés qui, pour certains, préfèrent quitter l'entreprise plutôt que de revenir au sein des locaux, c'est quand même hyper fort. C'est un signal qu'aujourd'hui, on le sait, hein, le Covid a évidemment bouleversé beaucoup de choses, mais je trouve que c'est très concret aujourd'hui. Les gens n'ont plus envie de bosser de manière très figée comme avant, en mode je suis là de 9h à 18h au bureau. Je pense que les gens ont envie clairement d'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julie? Moi, je suis totalement d'accord avec toi et ça fait partie, je pense, de tout ce qui est problématique, tu vois, équilibre vie pro, vie perso, pour être justement plus flexible dans
le jonglage entre les deux, que tu puisses vraiment passer de l'un à l'autre finalement plus facilement, avec notamment tout ce qui est arrivé du télétravail, hein, un peu en force, au-delà de la semaine de 4 jours qui effectivement fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Même les congés illimités pour certaines boîtes, c'est vrai que ça fait beaucoup parler. Et au-delà de ça, moi j'ai pensé à un truc aussi, je pense que le Covid aussi a joué son rôle là-dedans, mais la quête de sens dans ce que les gens font, tu vois, ils sont plus dans dans la recherche juste d'un job alimentaire, entre guillemets, mais plus de rechercher quelque chose vraiment qui va donner du sens dans ce qu'ils font au quotidien et d'avoir ce côté épanouissement vraiment complet au niveau professionnel, tu vois, au-delà du côté très flexible. Ça, je suis totalement d'accord. Les gens, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, en fait, maintenant. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on passe quand même 7 heures par jour au taf, hein. Donc, te dire que tu te fais chier littéralement au boulot toute la journée, bah, clairement, ça ambiance plus personne. Ouais. Et surtout, on se rend compte maintenant de la facilité aussi de jumper. Ok, avant, on était quand même le taux, le turnover était quand même beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Tu vois, les gens ont tendance à bouger beaucoup. Il y a des offres beaucoup. On s'est rendu compte que le marché était quand même vachement en mouvement. Donc, ça y est, si je me fais chier ou si je vois que c'est pas flexible ou si je vois qu'il n'y a aucun sens dans ce que je fais au quotidien, en fait, je me taille. Donc, et là, je viens de voir un truc qu'a mis Olivier par rapport aux générations. Alors, moi, c'est très moi, c'est mon avis à moi, c'est mon opinion, mais je pense que c'est pas du tout générationnel. Je pense que globalement, t'es junior sur le marché, t'es senior sur le marché, on veut tous la même chose. Enfin, globalement, on a tout. Alors, dire que c'est sectoriel peut-être, que dans certains secteurs, on a envie d'autre chose. Oui. Par contre, génération, je pense qu'un junior, un senior, on veut tous le même genre de truc. On a tous envie, effectivement, de qualité de vie au travail. On a tous, après, à un certain moment de la carrière, c'est peut-être un peu différent. Mais je pense que globalement, oui, les gens ont envie d'un quotidien qui est cool. Enfin, voilà. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et d'ailleurs, quand on parle de nouveaux talents sur le thème du webinaire, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu avais en tête, toi, Karim, mais j'ai pas que les étudiants tout beaux, tout frais, tout neufs, vraiment les talents de manière globale. Et effectivement, je te rejoins totalement sur le côté générationnel. Je pense que c'est pas ça du tout parce que on voit énormément de personnes qui ont 40, 45, 50 ans passés, qui sont justement en train de se dire, mais en fait, je fais un boulot depuis 15, 20, 25 ans qui me fait chier au plus haut point et qui justement sont en train de se reconvertir parce qu'ils se disent pour ce qui me reste à faire, entre guillemets, j'ai envie de faire quelque chose qui m'amuse, qui va m'apporter de la joie, du bonheur au quotidien et qui va me permettre aussi, moi, de me développer, de m'épanouir et de faire en sorte que je sois bien. Donc, je pense pas que ce soit une question de génération non plus, de mon point de vue en tout cas, parce que par rapport à ce qui se passe sur le marché et notamment avec le Big Quit qu'il y a eu dernièrement, là, tout le monde a eu un peu des prises de conscience et peu importe l'âge qu'ils ont en fait. Ouais, et après, j'ai l'impression qu'on est très dur en France. De toute façon, c'est pas une impression, on est très dur en France avec les profils en reconversion. J'ai donné un live il n'y a pas longtemps avec le Head of Talent sur la partie tech de chez Doctolib. Donc, Doctolib, il recrute quand même énormément de monde. Et je lui ai dit, mais comment c'est possible en vrai? Il y a tellement de gens aujourd'hui sur le marché, des devs qui se sont reconvertis, donc des gens qui faisaient autre chose avant et qui sont maintenant devs. Et pourtant, on est en galère de ouf. Enfin, on n'arrive pas à trouver des bons profils tech. Je dis, mais comment c'est possible? Et en réalité, la raison est toute simple, c'est que tout le monde veut recruter absolument les mêmes profils. Et les mêmes profils, c'est entre 3 ans et 5 ans d'expérience. Et tous ceux aujourd'hui qui se reconvertissent, franchement, c'est de ouf, hein. Donc on te dit, ouais, mais dans la tech, tu vois, ça recrute, faut aller dans la tech et tout. Bah ouais, et une fois que tu te reconvertis et que tu veux aller dans la tech, en vrai, c'est dur, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Le marché français, en vrai, on a encore beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes, donc il y a encore du boulot. Après, je suis persuadé que ça finira par venir, parce qu'on en parle, nous, de plus en plus. Donc forcément, plus on en parle, plus ça va bouger. Mais c'est pas encore simple, hein. Non, c'est pas encore simple et les entreprises ont du mal à sauter le pas et comme tu le dis, sur beaucoup de clichés, hein, même pour les jeunes, de manière globale, quelqu'un qui a juste fait des stages, juste entre guillemets, fait des stages pendant ses 4-5 ans d'études, il va y avoir beaucoup de mal potentiellement à trouver du taf parce que dans la tête des entreprises, il faut absolument des gens qui ont déjà 2 ou 3 ans d'expérience.
alors que bon, il faut bien commencer quelque part. Et c'est pareil pour la reconversion. Donc, effectivement, je pense que les attentes, ça va être la flexibilité, ça va être la quête de sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pense que, alors là, je m'appuie sur une expérience assez personnelle. Je pense qu'il y a aussi un fort besoin de reconnaissance et pas que au niveau monétaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a un vrai besoin de dire, voilà, je fais quelque chose et je compte pour quelque chose, j'ai ma place complète au sein de la boîte, j'ai mon rôle à jouer et je suis pas juste un pion qui est posé là et qui va servir à faire marcher, alors je vais forcer le trait, mais la boîte du capitalisme, quoi, tu vois. Mais plus, voilà, je sers à quelque chose, quoi. J'ai besoin de reconnaître que j'existe en tant que personne à part entière au sein d'une boîte. Ouais, les dernières enquêtes là montrent que le salaire est quand même assez haut, hein, et le salaire est en deuxième position de ce qu'attendent réellement les candidats. La crise aussi pour beaucoup, hein, la sécurité financière, là c'est important quand même pour les gens, mais comme tu l'as dit, c'est pas le critère numéro un. Numéro un, on parle vraiment de mission, on parle évidemment de sens, on a envie de faire des choses qui ont un intérêt. Et du coup, dans notre thème aujourd'hui, on parlait d'attraction, comment on attire les candidats. Et je pense qu'on est en train d'arriver un peu sur un truc. J'ai envie de bifurquer, si vous m'autorisez, les filles, bifurquer un peu côté annonce. C'est un des premiers trucs qu'on voit, hein, pour attirer les candidats. Et franchement, c'est encore un enfer. On est en 2022, je suis désolé. Moi, quand je vais sur Indeed, j'ai envie de boire de l'eau de Javel. Enfin, il y a encore plein d'annonces qui sont flinguées. Les trois quarts, il n'y a pas de salaire. Enfin, et tu te dis, tu as des boîtes qui te disent, ouais, mais j'arrive pas à recruter. Bah, les gars, bah, lisez vos annonces. Enfin, déjà, toi, tu n'as pas envie de postuler. Même toi, tu n'aurais pas envie d'y aller quand tu veux que les candidats aient envie de te rejoindre. Donc, je pense qu'un des premiers points, déjà, qu'attendent les candidats, c'est une annonce qui fait sens, okay, une annonce qui donne du détail. Je veux pas non plus d'ascenseur émotif. C'est pas genre tu me fais une annonce qui est stylée, au final j'arrive en entretien et je me rends compte que la boîte elle est éclatée. Donc après il y a plein de critères qui font que bah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais le sujet des annonces, c'est pas si vous parmi ceux qui nous écoutent, les amis, je sais pas si vous le ressentez aussi, hein, mais je pense qu'on a tous déjà vécu. Moi, j'ai déjà postulé à des offres, je voyais les annonces, j'arrive en vrai, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, peut-être commencer par la base, et la base, c'est peut-être un peu quand même l'offre d'emploi. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, elles se ressemblent toutes et en réalité, il y en a quand même beaucoup qui les lisent plus. On va prendre dans les 2 sens, hein. Mais les annonces, déjà, elles sont toutes claquées au sol, on peut le dire. Elles sont pas folles du tout. Et en plus, la plupart des candidats, du coup, ne prennent plus le temps de les lire justement parce qu'elles sont plus du tout accrocheuses. C'est comme la lettre de motivation. La lettre de motivation, à un moment, je sais. Je me lance ça. J'ai vu quelques-uns de tes posts sur le sujet, Karim, dernièrement, mais effectivement, la lettre de motivation, elle sert plus à rien. Et pour moi, c'est assez obsolète par rapport aux recherches d'emploi. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour les personnes qui sont là et qui vont potentiellement recruter demain? Qu'est-ce qui fait pour toi une annonce qui déchire? Ouais, bah, en vrai, moi j'ai fait plein de tests parce que j'ai plein de boîtes sur ces sujets. Et je me suis rendu compte, peu importe les secteurs, hein, ok, je peux recruter dans de la pâtisserie, comme sur du service, comme sur des data scientists si on veut, donc dans la tech. Les gens, globalement, ils veulent de l'info, hein. Donc, il y a une espèce de légende qui dit qu'il faut que les annonces, elles soient ultra courtes. Maintenant, les amis, si ton annonce, elle est ultra courte, bah, du coup, tu n'as pas d'info dedans, mais il faut de l'info. Par contre, ce que les candidats ils veulent, c'est quelque chose d'ultra structuré. Faites-moi des paragraphes, les amis. Et dans chaque paragraphe, mettez-moi le titre de la section. Comme ça, si moi j'ai envie de faire une lecture en diagonale, bah, je peux trouver beaucoup plus vite les infos qui m'intéressent. Donc peut-être on met quelques termes, ok, on met un peu de texture, quelques termes en gras, quelques termes en italique, bref, donner un peu envie au final d'être lu. Et puis évidemment, bah, au niveau des infos, il me faut un max d'infos sur ce que je vais faire. Si vous mettez salaire, les amis, c'est clairement des points en plus, hein. On adore, enfin les candidats aiment avoir ce type d'infos, personne ne travaille pour des cailloux. Donc si vous pouvez mettre à minima au moins juste une fourchette de salaire, ok, franchement, c'est clairement des points en plus. J'ai quelqu'un il y a Jean, je crois, qui vient de dire qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Alors moi, je suis extrêmement partisan de ce qu'on appelle les annonces augmentées. Donc annonces avec de la vidéo, avec de la photo. Je suis très très fan
de Welcome to the Jungle, il y en a d'autres maintenant qui commencent un peu à émerger dans le même style. Je veux de l'info. Okay, plus j'en ai, plus j'ai tendance à me projeter dans la boîte, moins j'ai d'infos, plus c'est hyper compliqué pour moi de me projeter. Donc, plutôt des annonces fournies plutôt que des annonces minuscules avec pas d'infos. Ouais, et puis je pense que c'est important d'essayer de transmettre le message de la boîte. Pourquoi en fait? Pourquoi vous êtes là? La boîte, elle sert à quoi? Et de dire, bah, nous, on veut ça pour transmettre ça. On a besoin de toi. On a telle valeur et on veut que toi aussi tu aies telle valeur. Parce que, enfin, je pense, à mes yeux, tu me diras ce que tu en penses, Karim, mais même quand on est une entreprise qu'on recrute, on a le droit de dire je recherche ça, ça, ça. Moi, mon candidat idéal, il a ça, 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 il a telle valeur, il va transmettre telle chose, il va prendre telle place. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est important d'essayer de projeter aussi la personne sur ce qu'elle va prendre comme poste demain. Ouais, parler de l'équipe, parler du projet. En général, toutes les boîtes, elles savent ce qu'elles vont faire et comment elles vont le faire. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour un candidat de savoir pourquoi on le fait en fait. Donc on parle là du why, hein, mais communiquer sur son why, enfin sur pourquoi on existe et ce qu'on propose, c'est ça en vrai l'essence, c'est ça aussi le sens réel du truc. Et plus vous communiquez, moi j'adore les annonces où on parle du manager, on parle des équipes, tu vas rejoindre une équipe de 6 personnes. La personne avec qui tu vas bosser en direct, c'est le CEO, il est comme ça, il fait ça, c'est ça son parcours. Ça, c'est top. Donc, je pense que c'est des points qui doivent être aujourd'hui clés, effectivement, dans une annonce. Et c'est vrai, malgré tout, il faut aussi dire la vérité. Il y a beaucoup de candidats qui ne lisent pas les annonces, en tout cas, qui ne lisent pas tout dans les annonces. Alors, moi, j'ai trouvé des petites techniques que j'utilise beaucoup. Je sais pas si ça va vous parler un peu. Moi, souvent, je cache des mots intrus dans mes annonces. Des fois, j'ai fait des annonces en enlevant des mots. Et puis, du coup, quelque part dans l'annonce, il y a une question. Et du coup, je veux que le candidat réponde. Souvent, je veux qu'il démarre absolument avec d'une manière, ou avec une tournure, ou avec une phrase. Parfois, je veux qu'il mette un objet. Souvent, c'est, je sais pas moi, merci tonton Karim, ou une connerie. Et si, en gros, il n'y a pas ça, bah, par définition, je sais que tu n'as pas lu. Enfin, je sais que tu n'es pas allé au bout du truc. Et ça, c'est une manière un peu subtile, d'une, pour motiver un peu les candidats, de deux, pour les amuser, de trois, pour tenir l'attention. On le sait, ils ont effectivement tendance à ne pas lire. Bon, bah, il faut composer, il faut faire en sorte, c'est à nous de travailler sur ce sujet pour faire en sorte que ça marche. C'est exactement ça. Et je trouve cette petite astuce énorme. Ouais, ça marche bien. Ouais. Vous me direz. On va tester ça, en tout cas, chez Work Adventure. En tout cas, j'ai vu que Thomas était mauvais élève quand tu as dit je ne lis pas les annonces, il s'est autodésigné. Donc, il y a voilà, il y a quelques personnes qui sont très mauvais élèves dans l'audience, en tout cas. Et en même temps, encore une fois, quand tu vois certaines annonces, tu te dis, bon, bah, en vrai, mais même moi, j'ai pas envie de lire, personne n'a envie de lire. On est bien d'accord. Surtout quand elles ont le même format, tu vois, si t'as pas un truc qui t'accroche dès les premières lignes, c'est mort. Enfin, tu lis pas ça. Leader sur son marché, machin. Les trucs hyper auto-centrés. On est leader, on est les meilleurs de tout, venez nous rejoindre. Ah, les gars. C'est clair. Lise. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que tu as d'autres petites questions pour nous, Gaëlle? Oui, bah justement, comme vous étiez un peu en train de parler de ce que les entreprises, en tout cas, peuvent mettre en place, comme justement faire attention à l'annonce, mettre un peu de fun dans l'annonce, justement. Comment est-ce qu'elles peuvent agir de manière un peu plus générale sur, je sais pas, le type d'outils qu'ils vont implémenter, qu'est-ce qu'ils doivent mettre comme valeur en avant, en tout cas par rapport justement à cet environnement un peu voilà, hybride, flexible, même si je sais que Karim en a marre d'entendre le mot flexible. Flexible. Non, mais alors moi, sans parler forcément d'outils, mais je dirais déjà, un des premiers points là, pour réussir à ce que la magie opère, en vrai, c'est déjà se poser, ok, c'est quoi notre culture Quand on parle marque employeur, c'est le mot, encore une fois, qui est très à la mode aussi, marque employeur, mais pour moi, il y a des vrais sujets avec, justement, avec cette fameuse marque employeur. Déjà, on se pose, ok, quelle est notre culture? Qu'est-ce qu'on peut offrir à nos candidats? Okay, si déjà tu te poses et tu sais
Ça, c'est beaucoup plus simple pour toi derrière. Et puis, je suis surtout, moi, très, très, très partisan, les amis, de la communication, enfin, du marketing RH, parce que j'en fais beaucoup et surtout, j'y crois beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, on me pose souvent la question, c'est quoi une bonne marque employeur? Pour moi, une bonne marque employeur, en fait, c'est juste de la communication. Pourquoi? Parce que pour moi, si tu es bon dans ce que tu fais en interne, bon, bah, tu as juste à communiquer dessus. Il y a plein de boîtes qui sont hyper stylées, qui font des trucs de ouf en interne avec leurs collaborateurs, mais juste ils communiquent pas dessus. Donc forcément, si personne ne le sait, bah, du coup, tu n'atteins pas avec. Mais si tu fais des trucs sympas, que tu prends soin de tes collaborateurs, que tu fais en sorte qu'ils évoluent en interne, que tu les formes, que tu les accompagnes, bah, juste parle de tout ça en fait. Parle de tout ça et tu vas forcément attirer des candidats qui, d'une, sont en phase avec ta culture, avec tes valeurs et qui vont être en phase avec aussi ce que tu proposes. Donc, sans parler forcément d'outils. Mais moi, j'aime bien me dire que le marketing, en tout cas que la com, c'est un point qui est important quand on veut attirer. Et Gaël, tu le disais, tu parlais de flexibilité. Moi, je prends souvent l'exemple d'Assess First, que j'aime beaucoup. Eux, bah, ils bossent en full remote. Tu vois. Et comment on fait pour recruter quand on est plus de 150 déjà, ils recrutent alors qu'ils sont en full remote. Tu veux attirer des gens en full remote. Bon, bah, ils communiquent tellement déjà dessus que forcément, tu vas attirer des gens qui sont déjà complètement en phase avec ça. Donc, tu vois, leur taux même de rejet de candidature parce que les gens enfin, sont pas bons, sont pas dans le scope, il est très réduit parce qu'ils parlent tellement de leur manière de travailler ultra flexible, de où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Bon, bah, du coup, tu attires aussi ce genre de candidat. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, on t'a dit plein de choses déjà au niveau de communiquer. La communication, de toute façon, c'est clé hein, pour tous les domaines de vie, de manière globale. Donc, que tu soulignes ça, je suis totalement d'accord. Et j'aimerais rebondir sur un élément que tu as dit rapidement de projeter les gens. Je pense que justement, quand on recherche des personnes pour nos besoins en interne, souvent on a cette vision un peu réduite de dire ok, c'est quoi mon besoin là, maintenant, à l'instant T. Alors que ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, ce serait de se dire ok, mon besoin c'est ça maintenant, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, comment ça va évoluer ce poste et du coup, qu'est-ce que je recherche comme personne en face qui évoluerait concrètement avec ce poste, avec nos missions, avec nos challenges, avec nos objectifs. Et du coup, tu peux intégrer aussi là-dedans bah, toute la partie justement évolution de carrière, tout ce qui est programme de formation, comment tu vas faire grandir les gens, comment tu vas les accompagner. Je pense qu'il y a le côté aussi employabilité qui est super importante à garder en tête justement pour attirer les personnes à soi. Si on voit qu'effectivement dans la communication RH, tu as des personnes qui restent longtemps et qui en plus évolue au fur et à mesure avec ta boîte, je pense que c'est un plus qui est incroyable parce que les gens, ils vont se projeter et c'est ça le problème et c'est ce que tu disais aussi au tout début, c'est que le turnover, il est de plus en plus fort au sein des entreprises parce que je pense il y a peu d'entreprises qui arrivent justement à se projeter et du coup à projeter les gens avec eux. Et donc, ils font un bout de chemin, ils font 2-3 ans peut-être grand max au sein de la boîte et après ils se disent, OK, maintenant j'ai plus rien à faire, je suis arrivé au plafond de verre, j'ai des difficultés à aller au-delà, je sais plus quoi faire dans cette boîte et du coup, ben, je vais changer et je vais aller voir ailleurs. Donc, je pense que c'est super important d'être dans cette projection pour que les gens ils se disent, ah ouais, en fait, c'était cette boîte, je peux faire un vrai bon bout de chemin avec, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est marrant parce que les entreprises ont vachement conscience des moyens qu'on doit mettre, financiers, humains, tout ce que tu veux, pour attirer les gens, donc pour recruter les gens. En général, on met de l'argent, on met des gens. C'est marrant, on n'en met pas beaucoup après pour les fidéliser. Ouais. Ni de l'argent, ni de l'humain, ni des moyens. Ou en tout cas, beaucoup moins que pour les attirer. Et du coup, bah, ce qui doit arriver arrive, comme tu l'as dit, c'est que les gens ils viennent, mais après les gens ils partent. Ouais. Et du coup, on est peut-être bon sur certains pour attirer, mais on n'est pas bon pour fidéliser. Et comme tu l'as dit, les gens après ils se fanent. Hein. Se faner vraiment, la fleur qui se fane. On a tous envie d'évoluer. Tout le monde a envie d'évoluer. Personne n'a envie de rester à un poste figé. On a tous envie de monter en compétences. On a tous envie de faire des nouvelles choses. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très français aussi, c'est que pendant très longtemps, on a vendu le poste de manager comme le Saint Graal. Ok, ça y est, tu es bon en prod. Donc, comme tu es bon en prod, tu finis manager. D'une, tu as plein de gens qui n'ont pas envie d'être manager. De deux, tu as des gens qui sont très mauvais en étant manager. De trois, on n'accompagne pas, on ne forme pas les gens en management.
Donc, il y a plein de choses qu'il faudrait revoir. Et je pense qu'un des premiers trucs, en vrai, pour faire court, c'est juste parler aux gens, en fait. Parle avec tes collaborateurs, discute avec eux de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. Est-ce qu'ils veulent justement de la formation? Est-ce qu'ils veulent monter en compétence? Est-ce qu'ils aimeraient, eux, être managers? Si tu veux avoir la réponse à cette question, juste pose la question et du coup, tu sauras. C'est ça, exactement. On est encore sur de la communication. La communication en interne et en externe. Les deux pendant sont super importants. Et je pense qu'effectivement, tu as totalement raison d'appuyer sur ce point-là. Et l'exemple du management est tellement parlant en France. Franchement, sur 100% de managers, combien sont vraiment bons et vont être pertinents dans leur rôle? Je pense que le chiffre est assez petit. Parce qu'effectivement, on vend ça comme oui, de toute façon, si tu vas réussir à atteindre tes objectifs, tu vas pouvoir passer manager. Mais tu as totalement raison, en fait. La plupart des gens, ils n'ont pas envie d'être manager, ils ne savent pas comment faire et ils vont pas s'investir une fois qu'ils vont arriver sur ce poste-là parce que ce n'est pas quelque chose qui les fait kiffer. Donc, effectivement, demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie d'évoluer, quelle formation ils ont envie de suivre. S'ils ont envie, pareil, de switcher, on parlait de reconversion tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui est dev et que dans 3 ans, il a envie de devenir chargé de marketing, comment tu fais pour l'accompagner justement potentiellement sur cette transition-là? Parce que si c'est un bon élément et si c'est donné sur la partie technique, il va faire la même chose sur le côté marketing. Donc, autant garder un bon élément chez toi et de mettre en place les moyens qu'il faut pour que ça se passe comme ça. Je pense qu'on en revient sur ce mot, mais je pense qu'en interne, il faut être dans cette flexibilité de se dire tout est possible. Et pas rester, tu vois, dans des schémas très classiques de cette pyramide qu'il faut grimper et tu pars de là et puis il faut que tu fasses tous les échelons et après, potentiellement, tu vas arriver au sommet. Mais une fois que tu es au sommet, si tu veux faire autre chose, tu sors. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, être plus dans le côté très 360 finalement, de 360 degrés, de dire tout est possible. S'il y a un gars qui est là et qu'il a envie d'arriver là et pas là-haut comme moi je l'avais projeté, c'est OK et puis c'est très bien aussi, quoi. Ouais, on le voit d'ailleurs aux États-Unis, il avait compris depuis un moment. Avec l'effet boomerang, c'est quand même ouf de te dire que tu as formé des gens, ils ont été avec toi au quotidien, et puis ils partent, et puis c'est tout. Non, il faut faire en sorte déjà que quand ils partent, on va arriver sur un autre sujet, qu'ils partent bien, pour que du coup, si un jour il a envie de revenir, il revient. C'est quand même mieux. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne fait pas ça. On fait pas. Déjà, ça arrive très peu parce que les 3 quarts du temps, quand les gens partent, c'est avec perte et fracas. Tu vois, ça se passe en général pas bien. Pose la question à tes potes autour de toi. Quelle image tu as de ta boîte d'avant? Les 3 quarts, ça va pas être beau, parce que les 3 quarts, à chaque fois qu'ils sont partis, c'est pas ouf. Donc heureusement, ça tend à changer. On se rend compte encore une fois de l'enjeu que le offboarding peut avoir aussi. Mais on est sur des vrais enjeux flexibilité en 2022. C'est vrai, il faut se poser. Posez-vous, les amis, posez-vous avec les gens, discutez avec les gens, discutez avec vos candidats, discutez avec vos collaborateurs. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. Clairement, et je pense que t'es super pertinent dans le côté. Ça me fait penser. Attirer les personnes chez vous, c'est pas que avant en fait. C'est avant, pendant et après. Il y a vraiment 3 moments clés et les 3 sont à travailler. Et ça commence à partir du moment où tu lances ta recherche avec ton annonce pimpée comme il faut. Le moment où la personne va intégrer et c'est là où... Parce qu'on parle beaucoup d'onboarding et c'est très cool parce que je pense qu'effectivement, c'est le point clé pour que la personne, elle se projette au démarrage dans ton entreprise. Mais il ne faut pas que ça fasse genre onboarding, wouh, c'est trop bien, et bim, ça redescend tout de suite. L'onboarding, c'est pas, ça dure 1 semaine et après on laisse tomber. Pour moi, l'onboarding, c'est tout le pendant, tu vois, de la carrière que tu fais au sein de l'entreprise. Et c'est pas juste, je mets un grand coup, ça va être l'effet waouh au début, puis après ça va retomber comme un soufflet. Donc il faut vraiment anticiper un petit peu tout ça. Et je pense que c'est cette manière de penser, de dire bon, ok, il y a un avant, pendant et un après qui fait que justement tu vas accompagner correctement la personne et que quand elle va sortir, parce que potentiellement elle va sortir et c'est plus l'objectif des gens de faire des carrières de 40 ans maintenant dans une seule et même boîte, quand elle va sortir, elle sera contente quand même parce qu'elle se sera sentie chouchoutée,
accompagner, choyer, et c'est finalement un petit peu tout ce qu'on recherche, même si on a aussi besoin de toute cette autonomie, de cette prise de responsabilité et de se sentir unique au sein de la boîte, mais on a quand même besoin de se sentir englobé finalement par notre entreprise. On se donne, donc on attend aussi que l'entreprise elle prenne soin de nous. Ouais, c'est clair. Le démarrage, du coup, on a l'attractivité, on a l'annonce, on a, comme tu l'as dit, l'onboarding. Avant ça, on a quand même le process de recrutement. On a vu tous les bad buzz. Le dernier, moi, il m'a fait rire. Il y a un post qui a été publié partout sur LinkedIn d'une boîte qui a fait passer mais une semaine. On aurait dit Hunger Games, en fait. Enfin, tu vois, les candidats, ils ont dû bosser de 8h à 19h, certains de 8h à 23h pendant une semaine pour un job. Tu es là, genre, un cas pratique, évidemment, ok, tu peux tester les compétences des gens, ça, c'est pas un problème. Enfin, une semaine de business case, c'est énorme. Et tu te dis, mais quelle image, du coup, les gens ont de toi, quelle image les candidats ont de toi. De toute façon, on l'avait vu, parce que du coup, sur LinkedIn, ça a fait un tollé, mais pensez évidemment aussi au process de recrutement, c'est super important. Il faut que le candidat ressorte de là de manière positive, même s'il n'a pas été pris, qu'il a appris quelque chose. Feedback, pensez du coup à donner un retour aux gens, éviter le ghosting, évidemment, c'est affreux. Moi, il faut penser du coup à tout ça. L'onboarding, comme tu l'as dit, il y en a plein qui échouent. C'est quand même con de perdre un candidat. Tu as pris le temps d'essayer de l'attirer, de le recruter, et tu le perds au moment où il vient tout juste d'arriver. Parce qu'il n'a pas de bureau, parce qu'il n'a pas d'ordi, parce que personne n'était au courant qu'il allait arriver, parce que plein de raisons. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment tout dissocier dans tout le process de recrutement. Il faut vraiment faire en sorte de tout travailler si vous voulez faire en sorte d'optimiser au maximum et de ne pas perdre de candidats. Travailler chaque bout, chaque partie pour faire en sorte du coup que ça roule. Ouais, et il y a un mot là qui me vient et qui, je pense, est super important aussi, c'est impliquer. Impliquer au maximum, que ce soit les personnes qui arrivent, que ce soit les personnes existantes. Si vous, au niveau RH, vous mettez en place une politique de folie, hein, et que voilà, sur le papier, c'est incroyable, mais que vous n'impliquez personne dans votre super plan, ça va pas fonctionner. Si vous êtes tout seul dans le plan, ça va pas fonctionner. Donc, impliquer un maximum de gens, impliquer les managers avec qui les personnes vont travailler. Je pense que, voilà, on parlait de managers, mais si on les laisse sur le bas-côté et qu'on attend qu'ils se démerdent en regardant et en essayant de voir s'ils vont faire des étincelles, vous risquez d'être déçus, quoi. Donc, pensez à tout ça et impliquez au maximum toutes les personnes, que ce soit les collaborateurs ou les managers ou la direction ou peu importe. Il faut que tout le monde soit dans le même mood, quoi. Il faut que ça fonctionne ensemble. On a justement une petite question de Vincent sur laquelle un de vous deux pourrait rebondir sur quelles sont vraiment peut-être des solutions concrètes pour maintenir l'engagement des nouveaux talents. Ouais. Par rapport à ce qu'on a dit, moi, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une vraie projection au niveau de la mission, déjà de l'entreprise globale, mais aussi la mission de chacun. Et ça s'accompagne de tout ce qui est plan d'évolution de carrière. On parle de plus en plus aussi de GPEC, gestion plan d'emploi et de carrière, je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre du P, mais en tout cas, c'est la GPEC. Je pense qu'il faut penser aussi, et là, on raccroche à tout ce qui est environnement hybride. Justement, il y a du présentiel, il y a du distanciel. Donc, pensez à concrètement comment vous appliquez ça. Est-ce que vous voulez faire du full remote? Est-ce que vous voulez quand même offrir aux gens la possibilité de travailler en présentiel? Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui recherchent à continuer à travailler en présentiel. On parle beaucoup du télétravail, mais il y en a pour qui ça ne correspond pas. Il y en a qui vont vouloir un bon équilibre aussi entre les deux. Donc, soyez vraiment dans la réflexion autour de ça, avec tout ce qui... Merci prévisionnel, c'est ça le mot. Merci beaucoup. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est mis en place justement d'accords de télétravail, toute la partie communication, travailler votre plan de communication, comme Karim l'a si bien dit, c'est essentiel. Prévoyez tout ce qui est aussi moment d'échange.
avec vos collaborateurs. Aller au-delà des entretiens annuels. Il n'y a pas que les entretiens annuels dans la vie. Il y a plein de points que vous pouvez faire tout au long de l'année pour justement connecter et communiquer avec vos collaborateurs. Comment vous projetez les gens, je pense que c'est super important de mettre tout ça. Et il y a aussi un gros point, et j'y pense parce que nous sommes sur Work Adventure, mais le choix des outils, super important aussi. Si vous avez des outils tout dégueux et qui ne donnent pas envie d'aller dessus, les gens ne vont pas avoir envie de travailler, c'est tout bête. Hein. Mais faites attention aux outils que vous allez choisir pour justement connecter les gens entre eux, les moyens de messagerie, etc. C'est super important aussi, je pense, faire vivre les valeurs de l'entreprise. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est super compliqué en réalité. Faire vivre les valeurs de l'entreprise, ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se transforme? C'est ça qui est challengeant sur cette partie-là, mais c'est tout ce qui est événementiel aussi, comment vous allez animer vos collaborateurs. Alors, il y a beaucoup de choses que vous pouvez envisager. J'ai dit plusieurs trucs, non exhaustifs. Je suis partie dans tous les sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karim. Est-ce que tu as d'autres idées? Non, mais tu as bien résumé. Hein. Moi, je pense que les gens ont envie d'un environnement social qui est cool. Hein. On a envie de vivre des moments au travail et aussi un petit peu en dehors. Il faut créer une espèce de cohésion. C'est comme ça aussi qu'on crée de l'engagement dans les équipes. Je pense qu'on a tous besoin de savoir où est-ce qu'on va, en fait. Ouais. Ça, c'est la direction. Mais si moi, je suis collaborateur en interne, mais je ne sais pas dans l'ensemble ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, c'est quand même très compliqué de me projeter et réellement d'être engagé sur la durée. Il y a évidemment la reconnaissance. Hein. Bon, je pense qu'on a, et on n'a pas tous besoin des mêmes besoins de reconnaissance. Pour certains, c'est l'oseille, pour d'autres, c'est la flexibilité, pour d'autres, c'est tout ce flexibilité, gain. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, un des points clés, et on l'a dit, on l'a redit, en fait, c'est juste la communication, parler avec les gens, parler avec vos équipes. Julien disait mauvaise gestion de l'onboarding. Est-ce que c'est pas la raison du développement du freelance? Moi, je pense qu'en vrai, si, évidemment. Enfin, quand tu discutes avec des gens qui sont en freelance, qui ont créé leur boîte, on a quand même tous un beau petit point commun, c'est que quelque part dans le parcours, on a tous vécu un truc qui nous a dit, mais c'est bon, ça y est, en fait, je veux la paix, et le luxe complet d'avoir la paix, c'est d'être en cavalier solo, enfin, en tout cas, de monter son business tout seul. Donc si, je pense que quelque part, c'est aussi lié à tout ça, hein, donc à l'onboarding, au crossboarding, vraiment au management au quotidien et à l'onboarding. Quand tu vis un truc pas cool une fois, deux fois, trois fois, en vrai, tu finis par te tailler. À titre perso, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Hein. J'ai mis du temps. J'ai pris une gifle, deux gifles. Puis je me suis dit, c'est marrant. J'aime pas être giflée. Et je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un point commun avec. Ah, je dis, si, c'est les autres. Enfin, c'est les gens, en fait. Et c'est marrant, depuis que je suis tout seul, du coup, tout roule. Et je me suis rendu compte, oui, moi, c'était très compliqué de travailler avec des associés avec qui j'avais pas la même vision, pas le même truc. Et donc, forcément, partir en cavalier solo, c'est évidemment une solution. Et c'est en partie pour ça, effectivement, dans la tech, les gens partent en cavalier solo. Ouais. C'est le cas. Ouais, totalement. Alors après, il ne faut pas non plus lancer la pierre aux entreprises. Hein. Il y a des personnes qui aiment le salariat aussi. Mais justement, c'est pour ça qu'on est là pour donner des clés pour qu'il y ait des gens aussi qui se sentent bien. C'est pas parce que tu veux être salarié que par défaut, tu vas te sentir mal au sein de ton entreprise. Au contraire. Il faut juste trouver sa bonne place. Comme tu l'as dit, il faut juste trouver. On a tous une place qui nous va bien, que ce soit en freelance ou en tant que salarié. Il faut juste trouver la place qui nous convient et puis c'est tout. Exactement ça. Et justement, pour reprendre un tout petit peu, si, comme on a fait un tour assez global, s'il y avait peut-être 2 ou 3 conseils vraiment ou 3 points importants sur lesquels, alors je crois qu'il y a la communication, ça je pense qu'on va tous être d'accord. Il y a 2 mots-clés, c'est communication et flexibilité. C'est ça. Voilà, peut-être 2-3 conseils très spécifiques en effet, que ce soit du côté alors RH, donc toutes les personnes qui vont essayer justement d'attirer et de fidéliser en interne, si on reste vraiment en tout cas dans le scope du salariat, mais également du côté des personnes qui recherchent. Il y avait une question, je crois, de Thomas tout à l'heure, de justement comment réussir à se vendre dans cet environnement aussi hybride, donc un peu des deux côtés.
Commence celui qui a envie. Hein. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Comment on réussit à se vendre, tu veux dire l'entreprise? Comment l'entreprise réussit à se vendre du coup sur le côté hybride, c'est bien ça? Oui, il y a ces 2-3 idées clés à garder en tête, en tout cas du côté RH numéro 1 et du côté évidemment candidat qui arrive sur le marché. Côté entreprise, là, il y a un truc qui me vient. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont être en recherche justement de cette autonomie, de cette flexibilité, de ces responsabilités, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont envie d'être un atome lancé un petit peu dans la nature comme ça tout seul. Donc, je pense que c'est quand même important d'offrir ces possibilités, mais d'avoir quand même un cadre qui est bien défini autour, parce que les gens, ils ont besoin de ça. Et on se rend compte aussi que dans certaines boîtes, justement, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas d'objectif et qu'on dit juste, bah, faites votre travail, vous êtes autonome, vous êtes responsable, ça marche un temps. Et au bout d'un moment, les gens ils disent, oui, mais pourquoi on est là? Donc, je pense que c'est super important d'avoir un peu une vision. Je pense que la vision, elle est super importante, la communiquer pour que les gens ils puissent voir si oui ou non ça colle avec eux, à ce qu'ils ont envie de faire et s'ils ont envie de s'intégrer finalement dans ça. Je dirais que la vision, pour moi, c'est important. Parfait. Pareil, en combo, moi, t'as tout dit, Julie, mais je pense que déjà, encore une fois, il faut se poser. Qu'est-ce que moi, je peux apporter aux candidats? On parle d'EVP, d'Employee Value Proposition. Qu'est-ce que c'est beau en anglais, avec un magnifique accent en anglais. Mais en vrai, qu'est-ce que je propose? Shine, par exemple, l'entreprise Shine communique énormément sur la transparence des salaires. Elle propose ça à l'ensemble des collaborateurs. Il y en a qui me disent, mais Karim, moi, ça ne me correspond pas du tout. Eh, tant mieux, en fait. Du coup, si toi, ça ne te correspond pas, tu n'y vas pas. Mais aux gens à qui ça correspond, bah, du coup, eux, ça les attire. C'est exactement ça que je veux. Donc, qu'est-ce que vraiment je peux proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à proposer? Donc, en lien, encore une fois, avec les valeurs, avec le projet. Et une fois qu'on a trouvé ça, juste, on communique dessus. Aujourd'hui, on veut tous, encore une fois, recruter le même type de candidat. On est tous, quand on est une entreprise, le but, c'est vraiment de réussir à sortir du lot. Sortir du lot, c'est pas facile, ça nécessite du coup un petit peu de travail en amont. On se pose, on réfléchit, on écrit, et une fois qu'on a trouvé, on communique dessus. Communication, again. C'est la clé. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Sauf si vous avez quelque chose peut-être à rajouter ou souhaitez conclure avec un autre oui, juste parce que je ne suis pas sûre que dans notre réponse, on ait répondu côté candidat pour répondre à la question de Thomas tout à l'heure sur comment se vendre côté candidat du coup. Mais je vais refléter quand même pas mal à ce que vient de dire Karim. Je pense que l'entreprise doit montrer ce qu'elle a à offrir et je pense que le candidat doit aussi montrer ce qu'il a à offrir, ce qu'il a envie de faire et d'être totalement aligné. Alors, je sais que c'est pas simple en tant que candidat parce que des fois, on est dans la recherche désespérée d'un poste, mais c'est super important d'être honnête envers soi-même, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur mon poste, qu'est-ce que je me vois faire, comment je me vois évoluer. Et en fait, on se rend compte quand même qu'il y a un effet miroir entre ce que l'entreprise devrait mettre en place et ce que le candidat aussi devrait montrer auprès des entreprises. Mais c'est pareil, qu'est-ce que tu as envie de faire? Dis-le nous. Enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, j'ai envie de savoir. Quelqu'un qui est passionné, même s'il ne colle pas à 1000% sur ma fiche de poste, eh ben, je vais avoir plus envie de le recruter lui plutôt que quelqu'un qui a fait toutes les bonnes expériences, qui a fait tous les bons diplômes, etc. Parce que justement, il va vibrer autrement, en fait. Quand il va me parler, je vais sentir qu'il est heureux d'être là et qu'il a envie d'être là, quoi. Et ça rebondit totalement sur ce que tu disais tout à l'heure, Karim, le why, le pourquoi. Le pourquoi, c'est tellement important de se dire, mais en fait, pourquoi je suis fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Quel sens j'ai envie de donner? Quelle direction je veux prendre? Quelle est ma vision un petit peu de tout ça? Et je pense que c'est super important pour le candidat de réfléchir à ça et d'être capable ensuite de le transmettre auprès de l'entreprise. Il y a des entreprises avec qui ça va pas coller et j'ai envie de dire tant mieux, ça va faire le tri tout seul finalement. Donc merci Thomas. Voilà, c'était mon retour sur les candidats. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karim. Non, moi je dirais juste, et ce sera le mot de la fin, moi je dirais juste que recruter, c'est un métier. Nous, quand on recrute, c'est un métier pour nous.
quand on est candidat, candidater, c'est pas un métier. Et du coup, il faut juste garder en tête que, évidemment, les candidats doivent se vendre au maximum de ce qu'ils peuvent. Alors moi, j'interviens beaucoup sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne. Je sais que c'est pas facile, donc essayez avant tout d'être vous-même. On a pas beaucoup d'outils à la disposition. On a CV, lettre de motivation, LinkedIn. On essaie de faire des trucs un peu sympas avec ce qu'on a. Essayez surtout d'être vous. Et puis, je pense que avec ça, ce sera amplement suffisant. Moi, j'ai été très content d'être avec vous aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup, Julie, pour l'invitation. Merci beaucoup, Gaël. J'adore encore l'outil, je le redis encore une fois. J'espère que ça a été pour vous, que vous avez appris des trucs. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez envie de poursuivre les échanges. Voilà. Merci beaucoup Karim pour cet échange, c'était top. Je savais qu'on passerait un bon moment avec tonton Karim. Mais c'est bizarre quand même, tu n'as pas amené Britney Spears avec toi aujourd'hui. Je sais que tu aimes Britney Spears pendant les interventions. J'avais pas mettre l'enceinte avec moi pendant qu'on parlait, mais rendez-vous pris pour la prochaine fois, avec plaisir. Grave. En tout cas, merci aussi aux personnes qui sont présentes. Merci pour vos questions, merci pour vos interactions. C'était top d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et merci, oh là là, ça fait des petits claps en plus, c'est génial. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Karim est dispo sur LinkedIn. Nous, on est dispo aussi sur LinkedIn, sur Work Adventure. Venez nous visiter quand vous voulez. Nos bureaux virtuels sont ouverts. Et merci Gaëlle pour l'orga de tout ça également.